HP, zèbre, surdoué, enfant précoce. Autant de mots qui veulent dire la même chose. Être à haut potentiel, est-ce un don ou une malédiction? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Haut potentiel, c'est quoi? Être à haut potentiel, ça concerne aussi bien les enfants que les adultes. La définition clinique d'un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a un QI au-dessus de 130. Le QI, le quotient intellectuel, est mesuré à travers des tests qui ont été mis au point il y a un peu plus d'un siècle par Binet, qui avaient pour but à la base de séparer le bon grain de l'ivraie et de réserver l'enseignement aux enfants qui en avaient les capacités intellectuelles. On a donc effectué toute une série de tests et la moyenne de ces tests a été amenée à 100. Un QI de 100, c'est donc le QI de la majorité, c'est donc considéré comme la norme. De 70 à 130, on reste dans la norme, un peu au-dessus, un petit peu en dessous. En dessous de 70, on est considéré comme déficient. À partir de 130, on est considéré comme haut potentiel. Génial, pensez-vous. Avoir plus de 130 de QI, être un haut potentiel, ça veut dire avoir une bonne mémoire, ça veut dire avoir facile à l'école, ça veut dire tout mieux comprendre plus vite que les autres. Mais qu'est-ce que ces gens-là doivent avoir la vie facile? C'est génial, c'est fantastique. Peut-être pas tant que ça en fait. Parce que à partir de 130, c'est pas tellement les points de QI qui sont importants, c'est pas la mémoire ou l'intelligence en elle-même qui va être importante, c'est le fait que les HP sont des gens qui fonctionnent totalement différemment des normaux pensants, donc des gens qui font partie de la majorité. C'est pas qu'ils fonctionnent pareil que les autres, mais tout en mieux. C'est pas une version 2.0 des personnes lambda, non. Ce sont des gens qui fonctionnent totalement différemment. Ça implique quoi? Ça implique que ce sont des gens qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter dans le monde actuel, qui est un monde qui a été créé par et pour des normopensants, donc pour des gens qui ont un QI dans la norme, dans la moyenne. Donc les gens qui ne sont pas dans cette norme, pas dans cette moyenne, qui ne pensent pas comme les autres, qui ne fonctionnent pas comme les autres, c'est très difficile pour eux de s'adapter. Tout ce qui paraît hyper compliqué pour les gens normaux, je déteste ce mot normal, mais il faut bien l'utiliser, tout ce qui paraît compliqué pour les gens qui sont dans la moyenne est très simple pour un haut potentiel. Ça rentre dans son domaine, il va comprendre très vite. Par contre, tout ce qui est évident, tout ce qui est implicite, tout ce qui est clair pour le commun des mortels est souvent incompréhensible pour les hauts potentiels. D'où la difficulté de s'adapter à notre monde, parce que ce monde n'est pas fait pour les gens à haut potentiel. Ce qui veut dire que, par exemple, à l'école, un haut potentiel peut soit comprendre plus vite que tout le monde, passer toute sa scolarité tranquillement en n'ayant pas besoin d'étudier, voire en s'ennuyant un peu. C'est pour ça que certains vont devenir un petit peu les cancres parce qu'ils s'ennuient, alors ils ennuient la classe et ils deviennent difficiles. D'autres vont être tellement décalés qu'ils ne vont pas réussir à s'adapter au système scolaire. Si vous prenez un cours de maths, en maths, ce qui est important, c'est de comprendre toutes les étapes. Le prof de maths vous enseigne une façon de penser, une façon de comprendre les mathématiques par étapes. Et le but du jeu, c'est pas tellement d'avoir la bonne réponse à la fin, c'est d'avoir le bon développement, d'avoir le bon cheminement. Le problème, c'est que le professeur va expliquer chaque étape comme ceci, ce qui va fonctionner très bien avec les normopensants. Mais le HP, lui, qui fonctionne tout à fait différemment, lui, c'est pas naturel toutes ces petites étapes. Lui, il va voir, hop, voilà, c'est bon. Et il va avoir une compréhension intuitive, par exemple, des mathématiques. Mais il ne sait pas expliquer comment il est arrivé à ça. Il sait, c'est tout. Ça lui vient de je ne sais pas où. C'est juste que son cerveau travaille tellement vite qu'il n'a pas conscience des étapes qu'il a mis en place pour y arriver. Et ces étapes ne sont probablement pas celles qui sont étudiées en classe.
et donc souvent ça coince. Et donc un haut potentiel en cours de maths, soit il va avoir la réponse intuitive et il va quand même apprendre à mettre ce développement après, ça va lui faire perdre un temps fou, mais ça lui permettra d'avoir ses points. Soit il n'y arrive pas, et alors il va complètement décrocher parce que pour lui ce cours n'aura absolument aucun sens. Alors un QI au-dessus de la moyenne, ça veut dire une meilleure mémoire, ça veut dire un cerveau qui tourne plus vite, ça veut dire quelqu'un qui comprend plus vite les choses, oui. Mais ça veut dire aussi une plus grande sensibilité. C'est-à-dire que les gens à haut potentiel ont leurs cinq sens bien plus développés que la moyenne. Ils voient plus de choses, ils entendent plus de choses, ils sentent plus de choses, aussi bien d'un point de vue tactile qu'au niveau des goûts et des odeurs. Ils perçoivent beaucoup plus de stimuli extérieurs que le commun des mortels. Et tous ces stimuli, il faut les traiter. Alors ils ont l'équipe, ils ont le cerveau qui fonctionne très bien, qui leur permet de traiter tout ça. Mais le problème, c'est que tous ces stimuli vont réveiller des émotions. Et donc les hauts potentiels se trouvent confrontés régulièrement à beaucoup plus d'émotions que les autres. Ce qui fait que pour eux, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et ce qu'on va trouver typiquement chez les gens à haut potentiel, c'est ce décalage entre le cognitif et l'émotionnel. Un enfant de 6 ou 7 ans à haut potentiel va avoir une telle maturité cognitive, un tel vocabulaire, une telle compréhension des choses, que vous allez pouvoir lui parler comme vous parleriez à un adulte. Oui, mais sur le plan émotionnel, il n'a pas la maturité d'un adulte. Et donc les adultes qui l'entourent vont avoir tendance à lui parler comme un adulte et à augmenter cette partie-là, à valoriser son côté intellectuel, sans se rendre compte qu'il y a un décalage énorme et que sur le plan émotionnel, s'il a 6 ou 7 ans, il a la maturité d'un enfant de 3 ans. Et donc tout est plus difficile pour lui, tout est plus difficile à gérer, il a plus de peur, il a plus de blocage, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça va continuer avec l'âge. Et donc après l'adolescence, l'âge adulte, ça va continuer et on va se retrouver avec des adultes qui sont intelligents et qui sont vraiment dans une dévalorisation la plupart du temps parce qu'ils se trouvent bêtes. C'est souvent le mot qui revient avec les gens à haut potentiel. Ils me disent souvent je me sens bête, je me trouve bête en fait. Ils ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, mais parce qu'ils sont inadaptés justement, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre des choses simples, basiques, que tout le monde comprend, donc ils ont l'impression d'être complètement bêtes. Et ça crée évidemment des grosses émotions très désagréables, des émotions difficiles à gérer. Et donc à l'âge adulte, il reste ce décalage entre l'intellectuel, le cognitif, et l'émotionnel. Et donc, quelqu'un à haut potentiel est quelqu'un qui a conscience des choses, de se dire ben, c'est simple, il n'y a qu'à faire ça ou ça, et qui n'arrive pas à le faire. Il est bloqué émotionnellement, il n'y arrive pas. Et alors il va se dévaloriser parce qu'il n'y arrive pas, alors que n'importe quelle personne qui est 2 fois moins intelligent que lui y arrive facilement, n'importe quel enfant y arrive, et lui n'y arrive pas alors qu'il est adulte. C'est pas parce qu'il est bête, c'est juste parce que les émotions le bloquent, parce que sa maturité émotionnelle ne correspond pas à son âge. Et donc il y a tout un travail à faire au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la compréhension, pour pouvoir trouver un équilibre et faire mûrir ces émotions pour pouvoir arriver à cet équilibre cognitif, émotionnel, d'adulte des deux côtés. Quelqu'un à haut potentiel, c'est quelqu'un qui fonctionne différemment. J'expliquais récemment à un de mes petits patients, qui est clairement à haut potentiel, le concept, et je lui donnais comme exemple le fait que j'ai travaillé dans une école, il y a longtemps, j'étais jeune, et c'était une école à majorité étrangère. C'était une commune à majorité étrangère, et dans l'école, c'était même pas une majorité, il n'y avait que les gens de la même nationalité, qui parlaient donc tous la même langue, pas le français, leur langue natale. Ces gens sont nés en Belgique, leurs parents sont nés en Belgique, et bien souvent les parents ne parlent déjà pas français, et les enfants encore moins. Et donc ces enfants étaient bien entourés, bien pris en charge dans cette école, dans un petit cocon, il y avait une ambiance super, j'adorais travailler là-bas. Et quand j'en parlais autour de moi ou avec mes collègues,
On trouvait ça vraiment chouette, cette prise en charge. Et une dame qui avait un peu plus de bouteilles que moi à l'époque et à qui j'en ai parlé m'a dit mais c'est horrible, ils sont en train de faire un ghetto là-bas. Et sur le moment, ça m'a choquée, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait raison. Parce qu'effectivement, ces enfants qui sont choyés, qui sont dans leur culture, qui sont dans leur langue natale, ils sont préservés du monde extérieur, mais il suffit qu'ils fassent 5 à 10 kilomètres, qu'ils sortent de leur commune, et ils changent de pays. Ils se retrouvent en Belgique, et plus dans une copie de leur pays natal. Et donc j'avais des enfants qui étaient en 5e, 6e primaire, qui savaient à peine parler français. Alors effectivement, quand ils me disaient: «Ah moi l'année prochaine je vais aller dans telle grande école, ou je vais faire ça, ou je vais faire ça», et c'est vrai que je me disais: «Ben je te le souhaite, j'espère, je l'espère sincèrement», mais je me pose la question avec le recul finalement, combien d'entre eux ont pu s'adapter au monde réel extérieur de leur petit cocon? Alors ce petit patient me demandait: «Mais si on sait que les HP ça existe, si on sait ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des structures pour les HP?» Et là je lui dis: «Mais oui, ça existe des écoles HP, ça existe tout à fait, mais c'est controversé. Parce que comme dans cette école-là, si on met tous les HP ensemble, ah c'est bien, pour eux c'est moins fatigant, parce qu'entre HP on se comprend, entre HP on parle la même langue, on fonctionne de la même manière. Mais ces enfants-là ne vont pas apprendre à se confronter au monde des normopensants. Et donc, une fois qu'ils vont sortir de cette école, une fois qu'ils seront confrontés au monde du travail, où là il y aura de tout, ils ne sauront pas s'adapter. Donc c'est les chouchouter, les mettre dans un cocon, oui, mais pour peut-être faire pire après. Donc mettre son enfant dans une école pour haut potentiel, c'est tout un débat, il y a du pour, il y a du contre. À partir du moment où l'enfant est totalement déscolarisé, à partir du moment où il ne suit pas à l'école, où il n'arrive vraiment pas à s'adapter, alors oui, ça peut être une bonne chose. Le temps s'il arrive à s'adapter dans le monde traditionnel, c'est peut-être mieux pour lui qu'il apprenne à s'y adapter tout petit pour pouvoir continuer à s'adapter après à l'âge adulte. C'est évidemment du cas par cas, à chacun de voir. En fait, être HP, c'est un petit peu comme un émigré. C'est un petit peu comme si je partais habiter en Chine, et puis ben, je parle pas chinois, je connais pas la culture, ou très peu, donc vous arrivez dans un autre monde, avec une autre langue, avec une autre nourriture, avec un autre contexte, tout est différent. Et puis vous imaginez, vous êtes là en Chine, vous habitez là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, vous apprenez un peu la langue, mais c'est compliqué. Et puis tout d'un coup, vous entendez parler français et vous reconnaissez l'accent belge et vous vous dites: «Ah oui, ça c'est quelqu'un de mon pays», et là vous êtes tout heureux de parler à cette personne parce que vous vous sentez chez vous, elle parle votre langage, et c'est un gros soulagement, vraiment, on se sent bien. Être HP, c'est ça, c'est fonctionner différemment, c'est parler une autre langue. Et donc un des remèdes les plus efficaces, la meilleure technique pour bien vivre en tant qu'HP, c'est évidemment de s'entourer d'HP. D'ailleurs, les HP entre eux vont s'attirer en général, quand quelqu'un est HP, ses amis le sont aussi la plupart du temps, ils se comprennent. Et ça va être reposant, ça va être constructeur, ça va faire du bien à l'estime de soi parce qu'enfin, on sent que ça passe, on se sent compris. D'ailleurs, j'ai dans ma clientèle une majorité de personnes à haut potentiel. Certains le savent, d'autres pas, c'est pas toujours utile de le dire. Et alors, souvent, des gens arrivent en me disant j'ai vu des dizaines de psys, j'en pouvais plus, et puis je suis venue chez vous parce que mon ami m'a dit que ça valait la peine, et je suis contente d'être venue parce que pour la première fois de ma vie, je me sens compris, je me sens entendue. Oui, j'ai des techniques comme la PNL qui permet une écoute, qui permet de décoder le langage du corps, il y a un tas de techniques qui sont là. Oui, j'ai une empathie naturelle, une capacité d'écoute qui est innée chez moi, oui, mais c'est pas ça. L'élément important, c'est simplement que moi aussi je suis HP. Donc forcément, ces gens se sentent compris, entendus, parce que je parle le même langage qu'eux.
Et un autre psychologue ou psychothérapeute qui n'est pas HP, même s'il connaît le domaine, même s'il l'a étudié, c'est pas pareil, il n'a pas vécu, il ne sait pas ce que ça fait. Il ne sait pas ce que ça fait d'être en décalage pendant toute sa vie, pendant toute son enfance, de voir les autres enfants s'intéresser à un tas de choses qui ne nous intéressent pas, de voir les adolescents qui s'intéressent à la mode, aux chanteurs, de voir les copines qui s'extasient devant le prof de maths ou devant tel acteur, et nous, ça ne nous intéresse pas. De ne pas comprendre en fait quels sont tous ces centres d'intérêt, et s'intéresser à des choses qui, eux, ne les intéressent pas. Et se retrouver seul, se retrouver isolé, parce qu'on ne se comprend pas. Quelqu'un qui n'est pas HP ne peut pas savoir ce que c'est non plus la fatigue que c'est d'être à haut potentiel parfois, parce que vous devez toujours vous adapter aux autres. Vous n'avez pas d'autre choix. Ou bien vous vous adaptez, ou bien vous ne communiquez pas et vous vous isolez. Mais c'est toujours vous qui devez vous adapter, parce que les autres n'en ont simplement pas la capacité. C'est aussi simple que ça. C'est comme si vous parlez anglais et français, et puis il y a un anglais qui arrive, lui ne parle pas français, vous allez faire l'effort de parler anglais, parce que lui ne sait pas parler français, tout simplement. Alors, un petit peu ça va, mais au bout d'un moment, c'est fatigant, même si vous parlez très bien anglais, si vous le pratiquez couramment, c'est fatigant. Quand vous parlez à nouveau avec quelqu'un qui parle français, ça fait du bien de se reposant. Tout ça, un psychologue qui n'est pas à haut potentiel ne l'a pas vécu, même si il le sait, en théorie, il ne l'a pas vécu. Les hauts potentiels sont des gens très sensibles, des gens qui vont s'attacher très vite. Dès que ça va fonctionner avec quelqu'un, dès que ça va matcher, la personne va avoir envie de s'agripper, de ne plus lâcher son ami ou son amie, que ce soit en couple ou en amitié, mais tout simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont en minorité, et donc forcément ils vont s'attacher plus vite et plus fort aux personnes. Quand on croise un copain avec qui ça fonctionne tous les 2 ou 3 ans, on s'y agrippe beaucoup plus que si on en croise 10 par jour, évidemment. Ce qui va malheureusement rendre beaucoup d'HP manipulables. Ce qui pourrait paraître contradictoire, parce que ce sont des gens intelligents, qui ont une capacité d'analyse hors norme, et pourtant ils sont très manipulables. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont en manque affectif, parce qu'ils sont sensibles. Qu'est-ce qui rend manipulable? C'est la peur de l'abandon, c'est la mauvaise estime de soi. Alors, s'ils tombent sur quelqu'un qui leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, qui savent leur flatter l'ego, malheureusement, ils ont tendance à tomber dans les pièges. Et après, ils s'en veulent, parce qu'ils se disent, mais enfin, avec l'intelligence que j'ai pas été fichu de me rendre compte que ça, je me comporte comme un enfant émotionnellement. C'est comme ça. Alors, à l'inverse, les plus grands manipulateurs, manipulatrices, les plus dangereux sont en général des gens à haut potentiel. C'est des gens qui ont pris le contre-pied, qui ont eu du mal à s'adapter, qui ont aussi une piètre estime d'eux-mêmes inconsciemment, parce que consciemment, ils ont souvent un ego démesuré, et ce sont des gens qui ont décidé de prendre le contrôle, parce qu'ils ont peur d'être abandonnés, ils manipulent, ils contrôlent les autres, parce qu'ils ont peur d'être abandonnés. Évidemment, plus la personne est intelligente, et plus elle est dangereuse. Donc, pour paraphraser mon ami Monk, être HP, être à haut potentiel, c'est à la fois un don et une malédiction.